tous les ans, s'il y a bien un truc que les fans de foot attendent par-dessus tout, c'est les phases de poule de la Ligue des Champions. Et oui, le groupe de la mort, les équipes françaises qui finissent presque tout le temps dernière, les petites boulettes de papier dépiotées minutieusement pendant le tirage au sort, parier sur quelle équipe sera la surprise de la compétition, ou même voir les clubs du chapeau 4 se faire défoncer presque tous les ans, bah tout ça c'est fini, parce que cette année, fini les phases de poule. Maintenant, on aura droit à une poule géante. Alors aujourd'hui, pour rendre hommage à toutes ces petites poules qui nous ont accompagnés finalement pendant des années, on vous a demandé vos meilleures anecdotes sur la compétition en version phase de groupe. Et on a eu pas mal de réponses, alors installez-vous confortablement, on est parti pour le premier épisode de The Pitch. Pour le coup, le concept de la vidéo est bien plus facile à comprendre que la nouvelle formule de la coupe aux grandes oreilles. 5 anecdotes, 4 vraies, une fausse, à toi de parier en commentaire sur laquelle est fausse. C'est pas plus dur que ça. Évidemment, j'étais sûr que des gens allaient écrire ça, le 0 pointé du FC Marseille. Elliot, faut pas se moquer comme ça. Bon, même si en soi l'humiliation elle est terrible, hein, Boateng face à Messi à côté c'est rien du tout. Même Dortmund continue de vanner l'OM des années après sur Twitter. Alors évidemment que la performance de Marseille en Ligue des Champions 2013-2014 avec 0 points en 6 matchs reste sûrement la pire performance d'un club français en Coupe d'Europe. Mais attention, c'est loin d'être le seul à avoir fait 0 points, hein. Au total, il y a quand même 23 clubs qui ont réussi cette performance. Et non, il n'y a pas que des clubs du fin fond de l'Europe. Mais finalement, sur ces 23 équipes, qui a fait le pire parcours de l'histoire de la LDC ? On a trouvé la réponse. Pour ça, faut remonter à la saison 2016-2017. Cette année-là, le Dynamo Zagreb, champion de Croatie, où joue d'ailleurs un certain Dani Olmo, il va éliminer un club de Macédoine du Nord au deuxième tour de qualification, puis le Dynamo Tbilisi, club géorgien, au troisième tour, avant de sortir le RB Salzbourg en barrage et d'accéder à la phase de poule de la coupe aux grandes oreilles. Dans le groupe H, il tombe sur la Juventus, le FC Séville et l'Olympique Lyonnais. Et là, ben, c'est le drame. 3-0 face à Lyon, 4-0 face à la Juventus, 1-0 face à Séville, 4-0 face à Séville, 1-0 face à Lyon, 2-0 face à la Juventus. 15 buts encaissés, 0 but marqué, 0 points en 6 matchs. Ce qui, en termes de performance catastrophique, les positionne quand même très haut dans le classement. Je pense même que ça se tape avec les héros du gazon entraînés par Pascal Duprat. Quoique, on a appris cette année que le Dynamo Zagreb voulait tenter de battre son record et ils ont démarré de la meilleure des manières avec une défaite 9-2 face au Bayern dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Sans trop m'avancer, je pense qu'il faudra pas forcément miser sur eux pour la suite de la compétition. Bergkamp et sa peur de l'avion. Le poteau a fait tous ses déplacements en voiture. S'il y a bien une chose que ce trophée magique nous a offert pendant des années, c'est la possibilité de voyager. Des équipes de chaque pays, des déplacements dans toute l'Europe, des dizaines de milliers de kilomètres parcourus chaque saison, et donc forcément la nécessité de prendre l'avion. Si le PSG ne prend pas de char à voile pour faire Paris-Nantes, vous vous doutez bien que pour aller à Helsinki, à Prague ou même à Istanbul, ils vont pas y aller en bus. Et bien sûr, sur cette planète, il fallait qu'il y ait un mec qui dise « Moi, mes déplacements, je vais les faire en voiture, sans problème. » Ce mec, c'est Dennis Bergkamp, hein, et il est totalement aérophobe. Traduction, lui et l'avion, ça fait 8. À tel point que lorsqu'il signe à Arsenal en 1995, il négocie une clause dans son contrat qui l'empêche de prendre l'avion. Les seules fois de sa vie où il aura pas les pieds sur le sol, c'est pour te caler une tête sur corner. Ou envoyer un contrôle dont lui seul a le secret. Et bien sûr, à un moment donné, cette clause, elle va poser un petit problème à Arsène Wenger, hein, parce que son Arsenal est en train de tout casser en Angleterre. Ils se qualifient quasiment tous les ans en Coupe d'Europe, et ils sont amenés à se déplacer un petit peu de partout. Du coup, Bergkamp, il joue les matchs à domicile, et les matchs à l'extérieur, il les regarde à la télé. Et excusez-moi, mais c'est quand même un pari de malade de se dire qu'un match sur deux, tu te prives d'un de tes meilleurs joueurs. Alors ok, il a quand même fait quelques déplacements en Europe, hein. Il est allé à Lens, hein, où t'as juste à traverser la Manche, 2 fois aux Pays-Bas, 1 fois à Leverkusen, à Copenhague ou même à Stamford Bridge. Là pour le coup c'est vraiment à côté. Et tout ça évidemment est possible parce qu'il joue à Londres et que c'est pas trop mal placé, parce qu'il jouerait au fin fond de l'Écosse les gars, il serait allé nulle part. Et 2 fois dans sa carrière du côté des Gunners, Arsène Wenger il va vraiment avoir besoin de lui pour un déplacement européen qui n'est pas vraiment à côté de Londres. Alors Bergkamp, il a pris sa voiture et il s'est chauffé. En 99, il fait le déplacement à Florence. 36 heures aller-retour pour aller faire un 0-0. Vas-y, passe-toi, passe, dépêche-toi. J'ai pas le temps. Je suis énervé là. T'ajoutes ta mère. C'est pas fini, parce que la même saison, il va se taper le déplacement à Barcelone. 32 heures de voiture aller-retour.
Un partout, Arsenal ne se qualifiera pas et sera reversé en Coupe de l'UEFA. Le ratio nombre de pleins d'essence, nombre de points ramenés, il est pas au top. Surtout que le truc, c'est que ça le crevait totalement de faire ses déplacements. Il mettait plusieurs jours, voire plusieurs semaines à s'en remettre. C'était pas vraiment un bon plan, hein. Voilà pourquoi il a plus jamais refait de sa vie. L'histoire retiendra donc que pendant cette longue période dorée où Bergkamp jouait à Arsenal, les Gunners ne ramèneront pas le moindre trophée européen. Est-ce que vraiment c'était parce qu'ils étaient souvent privés d'un de leurs meilleurs joueurs ? Peut-être. Après vous me direz, Tottenham ils sont jamais privés de personne et c'est pas pour autant qu'ils ramènent des trophées. Anartosis qui fait plus de points que plein de clubs français. Ricardo, ça peut pas être vrai ça. Chaque saison, pendant cette belle période de la phase de poule, on découvre des petits clubs sur lesquels on n'aurait jamais misé. Hein. C'est le cas d'Anorthosis Famagoust. Pardon ? Ok, certes, ça ressemble plus à un sort de magie qu'à un club de Ligue des Champions, mais les amis, si on regarde la chose de plus près, faut bien se mouiller la nuque parce que Anorthosis Famagoust, il est plein de clubs français. C'est un club chypriote qui se situe ici et qui tente régulièrement sa chance dans les Coupes d'Europe parce que de temps en temps, il gagne le championnat de Lille. Ça reste le 3e club le plus titré du pays, hein, derrière les deux grands de Nicosie, la capitale. Mais vu le classement UEFA du championnat chypriote, qui est très bas, ils doivent passer chaque année 800 tours de barrage pour arriver jusqu'à la phase de poule. Ce qui est parfois un petit peu compliqué. Ou très compliqué. En 2008-2009, ils éliminent le Pionic Erevan, le Rapid Vienne et l'Olympiakos. Une performance de malade qui les qualifie pour la plus belle des compétitions européennes pour la toute première fois. Là, normalement, si tu joues la Ligue des Champions et que tu tires Anorthosis Famagoust, t'es content. Ça aurait dû être un boost pour toutes les autres équipes, sauf que au bout de 2 journées, ils sont premiers à égalité avec l'Inter. Ils réussiront même à faire 3-3 à domicile face à une équipe entre autres composée de Julio César, Materazzi, Zanetti, Balotelli, Ibrahimovic. Ils finiront cette campagne avec 6 points, malheureusement dernier du groupe, alors qu'ils étaient encore qualifiés en Europa League à la 60e minute du dernier match. Et si on se met à faire le bilan, avec une victoire, 3 nuls et 2 défaites, Anorthosis Famagoust en LDC, c'est plus de points que toutes les campagnes de Rennes et Montpellier réunies. Et c'est plus de victoires que tous les clubs français que vous voyez actuellement à l'écran. Je laisse un peu l'image volontairement, histoire que vous vous rendiez compte de la gravité du truc. Non, cette saison-là, les Chypriotes, c'était de la folie sur le terrain, hein. C'était le foot à l'état pur, hein. Même Ronaldinho a hésité, je crois, à acheter un maillot. En 2009, il y a Manchester United contre une équipe au fond du Danemark qui gagne sur tapis vert à cause de la lumière. Comment est-ce qu'un tout petit détail, même pas lié au football, a pu influencer à ce point une édition de la Ligue des Champions? Nous sommes en 2009 et cette année-là, le groupe E regroupe Manchester United, Villarreal, le Celtic et Aalborg, un club danois. United vient d'être sacré champion d'Europe, champion d'Angleterre, c'est la meilleure équipe du monde, mais leur début de saison, il est un petit peu plus compliqué. Défaite en finale de la Super Coupe d'Europe face au Zénith, défaite face à Liverpool en championnat, et lors du premier match de poule, ils subissent un 0-0 à domicile face aux Espagnols, c'est quand même assez décevant. C'est alors que pour la deuxième journée, ils doivent se déplacer au Danemark. Aalborg, une petite ville au nord du pays, est ravie de les accueillir. Les Danois disputent la compétition pour seulement la 2e fois de leur histoire et ils sont surmotivés quant à l'idée de recevoir Cristiano Ronaldo, Tevez, Rio Ferdinand, Paul Scholes et compagnie. Et ça va se voir sur le terrain, ils résistent totalement à l'intensité mise par les Anglais. Ils préservent même un score nul et vierge pendant 30 minutes, 0-0 et à ce moment-là, un défenseur de l'équipe se blesse et rentre en jeu, un certain Kaka. Pas celui-là, hein, l'autre. Sur l'action qui suit, il ouvre le score sur corner, option super sub activée, il a dû régaler tous les parieurs. Bref, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais Aalborg mène face à Manchester United, champion d'Europe en titre. Ça avait tout d'un rêve et pourtant ça va devenir un cauchemar en 1 seconde. À la 62e minute, d'un coup, les lumières de Portland Park s'éteignent, plongeant tout le stade dans le noir. Ça fait bizarre et heureusement, une lumière de secours éclaire les fans dans la tribune. Tout le monde attend alors que les lumières se rallument, sauf qu'il se passe absolument rien. Et on comprend très vite qu'à part attendre le lever du jour, il n'y aura plus jamais de lumière ce soir. Oh merde! Oh, c'est con ça! L'arbitre renvoie alors tout le monde au vestiaire et Manchester United gagnera le match 3-0 sur tapis vert. Alors que oui, les Danois avaient marqué un but. 3 précieux points qui leur permettront donc de se qualifier juste à la première place du groupe et d'aller en finale de la Ligue des Champions. J'avais entendu parler d'une histoire où un gardien avait mis 3 buts à la Juve, un truc comme ça, lunaire. C'est réel mon pote, et t'as raison, c'est lunaire. À la fin des années 90, un nouveau gardien allemand fait les beaux jours de Hambourg en Bundesliga.
Hans-Jörg Butt. Et c'est pas vraiment un gardien classique que tu peux croiser sur tous les terrains de foot. Non, lui, son truc, c'est les pénaltys. Dans toute sa carrière, le gars a arrêté 15 pénaltys. Si ce chiffre ne t'impressionne pas du tout, c'est normal parce que lui, les pénaltys, il les arrête pas. Il les marque. À l'époque, il traversait tout le terrain en courant pour venir frapper son pénalty, ce qui signifie qu'il a terminé sa carrière avec 37 buts marqués. Le frérot a totalement la confiance à Luffy. Et juste pour vous montrer à quel point c'est une performance, sa meilleure saison c'est en 99-2000. Il a terminé l'année avec 9 buts en Bundesliga. Il était dans le tableau des meilleurs buteurs du championnat. Le lien avec la vidéo, c'est que forcément, il a tiré des pénaux en Ligue des Champions. En 2000 déjà, il marque un tir au but avec Hambourg, face à la Juventus, en trompant Monsieur Edwin van der Sar. En 2002, il marque un nouveau penalty, cette fois pour Leverkusen, toujours face à la Juventus, où il trompe Gianluigi Buffon. Et en 2009, il va aller marquer un troisième penalty avec le Bayern Munich, cette fois, toujours face à la Juventus de Gianluigi Buffon. Voilà, les Italiens, quand ils tiraient Hans-Jörg Butt, ils étaient dégoûtés. 3 buts en 3 confrontations avec 3 clubs différents, le tout le temps face à la vieille dame, c'est absolument improbable et ça fait lui le meilleur gardien buteur en Ligue des Champions. Et puis tant qu'on est dans les stats voilà, qui vont te casser le crâne, il a marqué autant de buts face à la Juventus que Edin Dzeko qui a joué 8 ans en tant que buteur en Serie A. Comment trouver le sommeil après ça? Bon, et si vous voulez le bon plan pour vibrer devant la nouvelle formule de la meilleure compétition européenne, une seule adresse les gars, Betclic. N'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux en description, il y aura une anecdote exclusive ainsi que plein d'autres surprises. C'était le premier épisode de The Pitch, alors on se retrouve très vite l'équipe. Swell.